Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et il faut le faire le plus vite possible. Les mots d'Olivier Véran ce matin qui confirme l'ouverture officielle de la vaccination contre le Covid pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. On va en parler dès le début de cette émission avec notre premier invité, Joseph. Et tout de suite, pour en parler, Arthur Delaborde, on reçoit Julien Aubert, député du Vaucluse Les Républicains. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Et bonjour Julien Aubert. Les rendez-vous peuvent donc commencer sans délai pour faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, précise que 145 enfants sont actuellement hospitalisés pour forme grave. Est-ce que vous soutenez d'abord cette campagne de vaccination pour les enfants ? Non, moi je suis plutôt réticent, si vous voulez. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Mais je trouve qu'on manque dans cette affaire d'un bilan coût-avantage sur, je dirais, par catégorie d'âge, sur le fait de vacciner. Et oui, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais j'avais cru comprendre que le taux de mortalité était extrêmement faible. Et on peut mourir avec le Covid, on peut mourir du Covid, ce n'est pas exactement la même chose. Finalement, le gouvernement a quand même basé cette campagne de vaccination pour les enfants sur le principe du volontariat. Il n'y a pas de caractère obligatoire, ça vous rassure quand même ? Oh, vous savez, je me rappelle un président de la République qui, en mars dernier, disait tout va se faire sur la base du volontariat, jamais on ne fera de passer de restrictions pour accéder à tel ou tel lieu, donc ça commence toujours par du volontariat. Je crois qu'ils ont aussi compris que c'est un sujet qui est sensible, parce que quand on est adulte, on prend son risque, mais là on le prend pour un enfant, et donc évidemment il y a une partie de la population, y compris d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas forcément anti-vax, qui sont un peu mal à l'aise par rapport à ceci. Le caractère coercitif contre les gens qui ne sont pas vaccinés qui a tendance à se renforcer. Le gouvernement accélère d'ailleurs son calendrier s'agissant de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal avec une adoption début janvier, calendrier qui vous met en colère, je crois. Oui, parce qu'ils ont prévu une commission le 27 décembre et un passage du texte le 3 janvier. Ils auraient pu être plus efficaces, un débat en commission le 24 au soir et un vote le 31 à minuit. Je dis ça parce que tout le monde trouve ça normal, mais le virus Omicron, on le connaît depuis plusieurs semaines. Donc il était tout à fait possible de le faire dans les conditions, je dirais, normales d'un Parlement qui se réunissait encore la semaine dernière. Et voilà qu'on profite les vacances scolaires entre la dinde et le foie gras pour faire passer, alors que les Français d'ailleurs ont la tête ailleurs, quelque chose qui est quand même assez lourd, qui est une discrimination sociale pour le coup fondée sur la vaccination. Et donc je ne suis pas content du tout, d'abord de cette manière de travailler, de cette manière de considérer le Parlement, et surtout de cette manière de contourner en fait les débats. On voit bien que dans l'esprit du gouvernement, le Parlement c'est un gêneur, c'est une étape obligée. Alors on essaie de la comprimer, de la faire passer dans les interstices, mais c'est la démocratie en fait qu'on comprime. Et concrètement, est-ce que tous les députés, les Républicains, sont d'accord sur ce sujet ? Est-ce qu'ils sont tous opposés à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal ? Est-ce que concrètement, vous allez voter contre ? Je l'ignore, on va en débattre à 14h30 en groupe. Mais je me rappelle que lors du précédent, c'est-à-dire le pass sanitaire, je faisais partie des gens qui étaient très réticents dans un groupe qui devait voter pour. Et à la fin, nous avons massivement voté contre. Donc, ce qui montre bien, si vous voulez, qu'il y a, je dirais, il y a une évolution. Mais je crois que ça mérite un débat parce que dans tout ça, on oublie que le vrai sujet, c'est que c'est la vaccination qui fait reculer le virus, pas le pass. Le pass, c'est la conséquence. Et ensuite, on fait porter sur les non-vaccinés, je dirais, tous les maux du monde. Alors qu'en réalité, le vrai sujet, c'est la vaccination des personnes à risque. Et deuxièmement, on va aboutir à des situations ubuesques où si finalement vous êtes négatif mais pas vacciné, vous ne pourrez pas rentrer. Par contre, on pourra y côtoyer des gens vaccinés mais positifs. Donc en matière de circulation, si vous voulez, de virus, tout ça a très peu de sens. Et puis ça fait le lien ensuite avec les enfants, c'est-à-dire que comme on est dans l'incapacité de vacciner les gens qui devraient être vaccinés, on vaccine les enfants pour limiter la circulation du virus. Et je dis ça par rapport à un bilan coût-avantage, je le rappelle, qui n'est pas celui de la peste noire ou la dysenterie. C'est-à-dire que on a une
évolution politique, réglementaire, législative qui est énorme. C'est-à-dire qu'on prive de vie sociale une partie de la population, on la punit parce qu'on considère qu'elle refuse de se faire vacciner. Et quels que soient les mérites de la vaccination, ça mérite quand même un vrai débat public. En tout cas, vous l'avez évoqué dès le début de cet entretien, le variant Omicron, lui, continue de progresser. On serait actuellement à plus d'une contamination sur 3, par exemple, à Paris. Dans ce contexte, l'exécutif n'exclut pas non plus de prendre de nouvelles mesures. Ça s'impose, selon vous ? Le vrai débat, en réalité, c'est que l'hôpital n'est pas en capacité de gérer parce que il y a, je dirais, la létalité. Et après, il y a l'encombrement des hôpitaux. Mais l'encombrement des hôpitaux, il est lié, je dirais, au fait qu'on a un hôpital qui est à bout de souffle. Donc, nouvelles mesures. Bon, d'abord, au plan économique, on voit bien quand même que les Français les entreprises, on ne pourra pas se payer un deuxième fermeture, etc. Et ensuite, attention, parce que quand on fait voter des passes et que vous avez des soignants qui démissionnent, eh ben vous aggravez en fait la crise de l'hôpital et donc vous aggravez le coût qu'on doit faire porter sur l'ensemble de la population pour essayer de limiter au maximum le nombre de malades qui arrivent au stade hôpital. Donc c'est un peu je dirais, une espèce de circuit infernal, une roue qui s'auto-alimente. Et qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour sauver cet hôpital qu'on décrit souvent comme à saturation, à la fois à cause de cette crise du Covid, mais aussi notamment à cause de la crise des vocations. Est-ce que c'est vraiment, ça relève de choix politiques, selon vous ? D'abord, je crois qu'il y a un premier problème qui a été la logique comptable des dépenses de santé, c'est-à-dire qu'on a abordé la question de la santé uniquement comme un coût, ce qui nous a conduit à aussi bureaucratiser l'hôpital. Deuxièmement, effectivement, les soignants se plaignent d'être dans la main d'une bureaucratie qui finalement n'a pas forcément la même vision que sur la gestion des effectifs. Troisièmement, on a aussi multiplié sous la gauche, les cadeaux généreux en matière de santé en pensant que personne ne les payait. Moralité aujourd'hui, on n'a pas forcément l'argent pour investir. Quand vous pensez qu'on dépense 5 milliards d'euros par an pour transporter des malades, dont certains d'ailleurs n'auraient pas besoin d'être transportés dans des ambulances, on se dit que ces 5 milliards, ils pourraient être utiles ailleurs, par exemple pour augmenter le salaire des soignants. Voilà, donc je crois, si vous voulez, qu'il y a un besoin de décentralisation, de responsabilisation par hôpital et par, service, pour donner la liberté d'arbitrer à ceux qui sont au plus près du terrain. Et puis après, dans le débat public, cesser, si vous voulez, de voir le sujet de la santé uniquement comme un sujet de coût, parce qu'on finit forcément un jour par le payer. Est-ce qu'il faut aussi plus d'argent pour l'hôpital ? On sait que la France est parmi les pays qui dépensent le plus en Europe pour son système de santé, 11,2% du PIB selon les derniers chiffres d'Eurostat. Est-ce qu'il faut dépenser encore plus, Julien Aubert ? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a une gabegie aujourd'hui sur certains secteurs. Parce que, comme je vous le disais, la CMU a conduit à un taux de fraude. Vous avez aussi des faux numéros de sécurité sociale. Vous avez des choses qui sont remboursées et qui ne devraient pas l'être. Et donc vous avez un volume de dépenses sociales inutiles de santé. Et à mon avis, on pourrait très bien réduire ceci et le réallouer. Et je dirais même si on stabilisait la masse financière, à mon avis, en dépensant mieux, on arriverait à résoudre une partie des problèmes. Et puis après, il y a un problème générationnel aussi, c'est que ma génération n'a pas les mêmes attentes par rapport aux droits et devoirs d'un soignant. On oublie qu'autrefois la vie des internes en hôpital, c'était pas exactement celle d'aujourd'hui. Et les gens se plaignaient pas, mais aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir une vie familiale. S'agissant des entreprises, on a compris que vous étiez plutôt hostile à cette idée de passe sanitaire, d'ailleurs dans sa globalité, mais en particulier dans les entreprises. Le gouvernement ne semble plus finalement vouloir en tout cas l'instaurer, ce contrôle de passe sanitaire dans les entreprises rapidement. Il a repoussé un peu le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant ? Est-ce qu'il faut là encore renforcer le télétravail comme c'est l'appel qui est lancé par la ministre du Travail, Elisabeth Borne ?
Oui, il faut évidemment pousser au télétravail, bon, mais en ayant conscience que le télétravail, ça concerne plutôt les cadres, donc ça pose quand même des problèmes dans certaines entreprises d'avoir les cadres qui sont absents et les personnels d'exécution qui sont là et qui peuvent être au contact de la maladie. Et je dirais que c'est pas très très bon, je dirais, dans la gestion d'une entreprise. Mais je crois que c'est la philosophie qu'il faut revoir. Depuis le début, on sait que c'est la vaccination qui protège. Bon, on refuse d'avoir un débat sur la vaccination. On a un débat sur le pass. On nous ramène toujours au pass. Alors le vrai débat, c'est celui sur la vaccination. La vaccination obligatoire, pour qui? Pour les personnels à risque. Pour les personnes à risque, pas pour les autres. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Voilà. Donc déjà, sortons, si vous voulez, de cette logique de pass. Parce que actuellement, on discute du pass, mais le pass ne vous protège de rien. Le pass, c'est juste la conséquence juridique du fait que vous êtes vacciné ou pas, ou que vous êtes négatif ou pas, aujourd'hui. Et tout ceci cristallise un débat politique, alors que ça devrait être un débat sanitaire. Voilà, donc je crois, si vous voulez, que le gouvernement n'a pas voulu avoir ce débat, parce qu'il a eu peur, en fait, d'avoir une fronde contre la vaccination obligatoire, et donc il utilise la technique de la grenouille. C'est-à-dire qu'il vous met la grenouille dans une casserole, et tous les mois, il augmente d'1 degré la température à feu doux. Et au bout d'un moment, la grenouille a très très chaud. Donc ça a commencé avec le pass sanitaire. Aujourd'hui, on le transforme en pass vaccinal. Donc on dit aux gens, vous n'avez plus le droit même de vous faire tester négativement. Donc vous aboutissez en fait à des sujets qui sont qui provoquent une très grande frustration dans la population. Et tout ça pour en fait pousser un peu comme des moutons poussés par les patous. On essaie en aboyant et en jouant à la peur de les pousser à se faire vacciner, sans croire qu'on pourrait parler à des citoyens en leur disant voilà, si vous êtes à risque, il faut vous faire vacciner, en imposant une vaccination obligatoire pour certaines personnes. Et puis la sanction de cette non-vaccination, elle n'est pas forcément dans la suppression de la vie sociale. Je veux dire, il y a toute une gamme de sanctions que vous pouvez mettre en place, une amende, je ne sais pas. Mais ça mérite, c'est ça le débat qu'il faudrait avoir. Et plutôt que ce débat du pass sanitaire en entreprise, qui est à la fois difficilement applicable parce que ce sont les chefs d'entreprise qui vont se retrouver en premier lieu. Ils ont forcément des arbitrages à faire entre le fait de faire fonctionner leur entreprise et le fait de respecter la loi. Et c'est pas très, je dirais, responsable de la part de l'État de les mettre dans cette situation. Et de votre point de vue, on a compris que vous étiez plutôt favorable à une vaccination obligatoire pour les personnes à risque. C'est-à-dire, comment ça aurait pu se concrétiser? Est-ce qu'il fallait instaurer une tranche d'âge? Par exemple, dire que cette vaccination obligatoire devenait donc obligatoire pour les plus de 65 ans, pardon? J'aurais déjà commencé par un débat scientifique au Parlement en disant, voilà, qu'est-ce qu'on appelle personne à risque? C'est une question d'âge, mais aussi une question de comorbidité. Et ensuite, au lieu d'avoir une espèce de système un peu libéral à la Doctolib où vous prenez votre rendez-vous quand vous voulez, la sécurité sociale écrivait à toutes les personnes prises dans ce faisceau en leur disant vous êtes convoqués tel jour à telle heure pour votre vaccination. Voilà. Un peu comme, alors vous auriez eu effectivement 1% ou 2%, 5% de gens qui ne seraient pas venus, mais on les aurait identifiés, on les aurait relancés, et j'aurais fait plutôt ceci. Après, libre à chacun ensuite de se faire vacciner. Je peux comprendre que ça permet d'ailleurs de ralentir le virus, mais la priorité, si on regarde en termes de létalité et de protection de la santé publique, c'est bel et bien ceux qui sont à risque, qu'on instrumentalise souvent pour faire peur aux autres. On est ensemble sur Sud Radio de midi à 14h. On discute avec Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Vous pouvez réagir sur Sud Radio en appelant au 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio dans tous ses états, midi 14h, Arthur Delaborde. Et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à nos discussions. Nous sommes toujours avec le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert. Un mot peut-être, Julien Aubert, sur la campagne présidentielle. Vous avez soutenu Éric Ciotti lors de la primaire de la droite. Est-ce que vous êtes désormais pleinement engagé dans la campagne avec Valérie Pécresse? Oui, je soutiens pleinement Valérie Pécresse. Elle a gagné ce congrès et on voit bien d'ailleurs que pour les Français qui voudraient voir Emmanuel Macron battu l'an prochain, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je crois que seuls les Républicains sont en mesure de présenter une alternative. Et je le suis d'autant plus que on voit bien que Valérie Pécresse a aussi élargi son socle
et compris le message, je dirais, du vote pour Éric Ciotti. C'est-à-dire qu'il appartient, et beaucoup d'autres, à cette droite qui pense que il faut être le plus radical possible par rapport à ce que fait aujourd'hui le président de la République. Je voulais vous entendre aussi sur cette polémique après la décision de Laurent Wauquiez de ne plus financer Sciences Po Grenoble avec la région Rhône-Alpes qu'il préside, annonce après la suspension d'un enseignant de cette IEP qui avait dénoncé une chasse idéologique au sein de l'établissement. Vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez ? Totalement d'accord. J'avais d'ailleurs proposé, suite à cette affaire, une mission d'information sur les dérives idéologiques à l'université et dans le supérieur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois l'islamo-gauchisme et à la fois la cancel culture, ce qui m'a valu d'ailleurs les foudres d'une partie du corps professoral. J'ai des gens qui se sont plaints, qui m'ont menacé, pas pour avoir voulu ouvrir le socle de la marmite, enfin le couvercle de la marmite. Et je crois que... Ça veut dire que vous avez été menacé ? Judiciairement, oui, on m'a menacé de poursuite parce que je voulais faire des enquêtes là-dessus en disant que quelque part j'attaquais l'honneur du corps professoral. Mais je crois qu'à un moment donné, les choses doivent être claires. Tout ça, c'est de l'argent public. Alors moi, je vous le dis en tant que contribuable, j'en ai assez que l'argent de mes impôts aille financer les délires gauchisants et essentialisants d'ailleurs de personnes qui, sous prétexte de recherche, en fait, font de la conquête idéologique. C'est une espèce de maoïsme nouveau. Et il est hors de question, en tout cas, que ça contribue à se développer parce qu'on est en train de fabriquer des futurs chômeurs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Julien Aubert d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On continue à parler de cette vaccination et de cette campagne des 5-11 ans. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 bien évidemment. Vous pouvez aussi réagir en Facebook Live avec nous sur Sud Radio. On est ensemble en direct en Facebook Live. Vous êtes une belle centaine à nous regarder et à réagir. On vous a posé cette question pour ou contre la vaccination des 5-11 ans. Contre, nous dit Yama. Laissez nos enfants tranquilles, ce ne sont pas des cobayes, contrairement à Julien qui est totalement pour s'il le faut. Vous pouvez continuer à réagir, à nous appeler au 0826 300 300. On est d'ailleurs avec Sandrine de Paris qui nous a appelé pour réagir. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous et bonne fête surtout. Bonne fête Sandrine. À vous aussi. On vous écoute. Moi, je trouve que cette histoire de vaccination des enfants, ça commence à bien faire. D'abord, on a l'impression d'une campagne de communication qui a commencé avec M. Castex et sa soi-disant contamination de par sa fille. Et depuis, les médias se sont emballés et on arrive maintenant à une ouverture de la vaccination qui va se transformer en obligation. Parce que ça a commencé aussi comme ça pour les adultes, pour les adolescents. Au début, on avait le choix et puis après, on n'a plus le choix. Et après, c'est le pass vaccinal. Même plus le pass sanitaire, c'est le pass vaccinal. Et les enfants de 5-11 ans, vraiment, n'ont pas besoin d'être vaccinés, sauf ceux, évidemment, qui ont des comorbidités. S'ils attrapent le Covid, je dis pas que c'est bien, hein, mais c'est pas grave. Ils ont des formes généralement bénignes. Et c'est vraiment des choses, maintenant, d'ailleurs, on entend les professeurs, les médecins le dire. Vraiment, cette vaccination des 5-11 ans, elle n'est pas prioritaire. C'est plutôt les personnes âgées avec des comorbidités. Et si on doit vacciner des enfants, juste ceux qui en ont besoin, parce qu'ils sont asthmatiques, ils ont des problèmes d'obésité ou autres problèmes de santé qui le justifient. Mais surtout pas une vaccination de masse. Et nous sommes toujours avec Julien Aubert, le député républicain du Vaucluse. Finalement, Sandrine est d'accord avec vous sur cette vaccination qui devrait s'adresser en priorité aux personnes à risque. Évidemment. C'est pas moi, c'est le chef de service d'urologie de Cochin qui a expliqué récemment que c'était une hérésie. C'est-à-dire que comme on est incapable en fait de vacciner ceux qui doivent l'être, on vaccine les autres pour freiner la circulation du virus, en sachant que ceux-là, en réalité, s'ils attrapent le Covid, je parle des enfants, ne développent aucune forme grave. Alors on vous cite toujours 145 cas, mais il faut regarder dans le détail. C'est un peu le marketing de la peur, si vous voulez,
qui en fait est là pour couper court à tout débat, en disant aux gens attention, la santé est en jeu, et donc comme c'est une chose qui est très très primordiale dans nos sociétés modernes, eh bien on est prêt à tout abandonner. Et moi je crois que non, je crois que la responsabilité parentale ça existe, et que les parents sont les meilleurs protecteurs de l'intérêt de l'enfant. C'est à eux aussi de déterminer, en fonction, je dirais, de l'état des sciences, ce qu'ils veulent faire. Il y a un des arguments d'Olivier Véran, le ministre qui dit que 149 enfants sont actuellement en soins critiques, et c'est l'un des arguments pour justement pousser à cette vaccination. Pour vous, Julien Aubert, ce n'est pas un argument qui est assez puissant, 149 enfants ? C'est pas ça. C'est 145. il faut comprendre, enfin que ce soit 149 ou même s'il y en avait un, ça suffirait, si vous voulez, à alarmer n'importe quel parent. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le sont-ils ? Est-ce que ce sont des enfants qui n'ont aucun profil pathologique à côté qui pourrait justifier cette hospitalisation ? Parce que la Covid vient souvent aggraver, je dirais, les problèmes initiaux. Et donc, c'est ça qui, si vous voulez, qui nous manque. Et ensuite, effectivement, c'est ce que je souhaiterais avoir au Parlement, moi, c'est un débat sur le risque bilan-avantage. Un risque bilan-avantage, c'est de dire, bon alors, concrètement, quand on a vacciné les enfants, est-ce qu'on a vu des effets secondaires ? Quels sont les effets que ça peut provoquer à court, à moyen et à long terme ? De l'autre côté, quels sont les enfants qui ont été hospitalisés ? Est-ce qu'il y a eu des cas de létalité ? J'ai cherché, je crois que j'en ai trouvé un. Et ensuite, est-ce que c'est uniquement lié à la Covid ? Et ensuite, voir, si vous voulez, lorsqu'on, je dirais, vaccine des millions d'enfants, ce que ça produit lorsque ces faibles statistiques et probabilités sont extrapolées. Vous ne contestez pas, et vous pouvez quand même attester de la vérité des chiffres de Santé publique France, par exemple, sur le nombre de morts. Oui, mais d'ailleurs, ces chiffres sont effectivement ceux de Santé publique France. Quand vous creusez d'ailleurs d'autres chiffres, on vous montre que je dirais les malades de la Covid en 2020, c'est 2% des patients. Oui, ça donne à réfléchir aussi. C'est-à-dire qu'on se dit que 2% des patients ont suffi à engorger l'hôpital. Donc voilà, donc c'est en cela, si vous voulez, qu'à mon avis, nous manquons d'un débat clair. Et j'ai posé la question à Olivier Véran sur les bilans coût-avantage, en disant est-ce que vous pouvez nous donner le bilan coût-avantage de la vaccination, de la vague de vaccination ? Et je n'ai eu droit qu'un haussement d'épaule avec un ministre qui m'a dit vous n'avez qu'à aller voir la page 40 en ligne du document. Et ça montre quand même une forme de fermeture. C'est-à-dire que, alors que ça devrait être le cœur du débat, eh bien, on dit vous n'avez qu'à vous renseigner par vous-même, et de toute façon, la locomotive avance. Je vous remercie infiniment, Julien Aubert, d'avoir été notre invité aujourd'hui. On remercie aussi Jacques qui était avec nous pour discuter. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, nous serons avec Isabelle Ferry, vice-présidente de la Fédération de parents d'élèves, PEP.